Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Bien le bonjour les amis, joyeuse Pâques à celles et ceux qui les fêtent et joyeux week-end prolongé aux autres. Pouvoir faire la grasse matinée un lundi matin, ça ne se refuse jamais. Pour Rideau Rouge, pas de repos. Aujourd'hui, nous abordons qui plus est un sujet fondamental au sein de ce podcast, qui est un peu le fil conducteur sur chacun des épisodes que je vous propose, mais que je n'avais pas encore abordé de front. Je veux bien sûr parler de l'éducation populaire. Pour ce faire, j'ai eu l'idée d'inviter une connaissance de longue date, Nicolas da Silva Tomé. Nicolas est salarié et militant d'une association d'éducation populaire, Ressources Alternatives, située à Paris. Depuis 7 ans, il propose divers ateliers et formations qui visent à faire connaître au plus grand nombre les pratiques de l'éducation populaire et son histoire. Il a aussi été le fondateur du festival d'éducation populaire Poussons les murs, qui s'est tenu à Saint-Denis en 2019 et a été reconduit par la suite à Montreuil. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Alex. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast pour échanger avec toi. Je précise pour nos auditeurs que j'avais eu la chance de te rencontrer sur une formation il y a quelques années. Et donc voilà, pouvoir parler d'éducation populaire aujourd'hui en ta présence, c'est un vrai plaisir. C'est aussi un plaisir de pouvoir te recroiser après tout ce temps et pouvoir rediscuter de tout ça. Donc merci pour l'invitation aussi. Alors Nicolas, tu vas avoir une question à laquelle tu dois répondre. J'imagine être un héros de l'histoire. Waouh, ah tu vas fort. C'est pas Si je moi, peux c'est le jeu de choisir. cartes. Ouais, je cherche, mais c'est très compliqué. C'est un peu difficile, surtout quand on fait de l'éducation populaire, donc je vais te faire une fausse réponse. Parce que là, on se situe, c'est de remettre un peu en cause ces figures des héros qui font l'histoire, quoi, et du coup, de se dire, bah, plutôt un anonyme qui participe à l'histoire, à des étapes de l'histoire, plutôt qu'être une figure qui va emmener tout le monde derrière lui et qui va avoir des brillantes idées. Donc, je vais plutôt être envie d'être un anonyme qui travaille, qui fait qu'ensuite il y a de l'histoire, quoi, mais plutôt que d'être une figure majeure qui serait géniale et tout ça. Il y en a il y a des gens vraiment géniaux, quoi. Mais du coup, je vais plutôt te faire une petite réponse un peu déviée, quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça te convient, mais Ça me c'est un va peu très dur pour moi bien. de répondre Ici, à ça. ici, on a le droit de ne pas être dans les cases, donc c'est parfait. Mm. Bon, je suis à ma place, tout va bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus quel est ton parcours et comment t'en es venu à l'éducation populaire et à l'association dans laquelle tu es actuellement? Ça marche. Un parcours, c'est long. Je vais essayer d'être pas trop long quand même. Du coup, en termes de parcours, moi, j'ai grandi en Savoie, pas très loin de Chambéry, dans un petit village dans la vallée. Je suis d'origine portugaise, c'est-à-dire que mes deux parents sont portugais. Et du coup, je suis ce qu'on appelle un enfant de cette vague immigration-là, quoi. Étant enfant, bah, je m'intéressais, enfin, j'étais assez curieux, assez intéressé par pas mal de choses, quoi. Mais assez rapidement, j'ai pris un parcours où j'avais un peu plus de facilité que mes camarades. Quand j'étais petit à l'école, ça se portait pas trop mal. Mais j'ai quand même fait des choix qui étaient plutôt d'aller dans un lycée technique, de m'intéresser à des choses un peu mécaniques, etc. Et à partir du lycée, je me suis quand même un peu au collège, mais je me suis pas mal politisé à cette époque. Et j'avais pas forcément envie de continuer un peu dans cette voie. J'avais plutôt envie de trouver des manières un peu de transformer le monde, d'agir, d'être acteur et j'avais des notes très très nulles en géographie, mais j'ai choisi une fac de géographie en me disant que ça pouvait m'ouvrir des portes sur plein de domaines et à partir de là, je me suis intéressé à plein de choses qui sont l'écologie, le développement local. J'étais pas mal intéressé au départ pour tout ce qui était question de d'ONG, de pouvoir aller bosser à l'intérieur, mais ça m'a posé beaucoup de questions, donc j'ai plutôt eu envie d'être par ici, quoi. Donc pour moi, c'était déjà un parcours qui sortait un peu de l'ordinaire, puisqu'autour de moi, personne n'avait fait de fac. Mes parents savaient pas du tout ce que c'était, choses comme ça, quoi. Donc pour moi, c'était déjà un gros parcours.
Du coup, j'ai eu un master, j'ai réussi mon master en géographie, aménagement du territoire. Et à l'issue de ce master, bah, c'était déjà 2012, c'était déjà une forme de crise. On a arrêté de recruter des gens dans les collectivités territoriales. Avec tous les gens de ma promo, on s'est retrouvés massivement au chômage l'année après nos études. Toute la fac m'avait complètement dépolitisé aussi sur plein d'aspects, quoi. Enfin, j'étais rentré de manière assez engagée et à la fin, on se retrouve à vendre l'idée de marketing territorial, par exemple. On passe du développement local au fait de se dire, bah, en fait, c'est hyper cool de faire des choses dans les territoires, mais sans interroger un peu les racines de pourquoi on en arrive là, de qu'est-ce qui se passe, et nous dire, en fait, il va falloir développer les territoires, mais avec une approche plutôt in fine libérale que j'ai compris après. Et du coup, c'est en sortant d'études que je me suis mis un peu à m'intéresser à pourquoi je me suis retrouvé au chômage, à qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là, et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire, à écouter des gens sur YouTube, à m'intéresser à ce mot d'éducation populaire que j'ai entendu parler par Franck Lepage. Et au fur et à mesure que je rentrais dans la vie active, en bossant dans des secteurs qui m'intéressaient pas du tout, j'ai bossé, enfin qui m'intéressaient, mais moyennement, j'ai bossé en tant que chargé d'études socio-économiques dans des milieux plutôt de droite. Ça m'a permis de comprendre encore mieux comment fonctionnait l'économie. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à vouloir complètement faire autre chose et ne plus bosser dans ces secteurs-là. Et c'est en arrivant à Paris que j'ai rejoint l'association Ressources Alternatives, puisque je m'étais retrouvé une nouvelle fois au chômage, mais je cherchais quelque chose où m'engager et sortir de l'indignité sur Internet, de quand on commence à comprendre beaucoup de choses, mais rejoindre des actions concrètes, faire des choses et pas juste être dans la théorie, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation populaire et à croiser cet assaut dans lequel je me suis d'abord engagé en tant que bénévole, mais j'avais pas du tout d'expérience d'animateur, j'avais pas de BAFA, je connaissais pas du tout ces secteurs-là, quoi. En tant qu'enfant qui grandit dans un quartier plutôt populaire en Savoie, mais j'avais pas du tout eu accès non plus à tout ce champ-là, quoi. Pour moi, ça évoquait des copains qui parlent en colo, qui partent en colo, etc., mais j'avais pas trop de vision là-dessus. Et du coup, peu à peu, j'ai commencé à m'investir dans cet assaut, d'abord en étant plutôt sur des missions d'appui ou faire de l'organisation, etc. Et c'est assez récemment, même si ça commence à faire un petit moment, depuis 4 ans, que je me suis vraiment mis concrètement à des questions d'animation. Et je crois que tu nous avais aussi connus par ce biais-là. Je me suis retrouvé à un moment donné à lancer l'idée d'un festival de 3 jours sur l'éducation populaire sans aucune expérience vraiment concrète d'animation, mais juste je commence à avoir organisé beaucoup d'événements, fait beaucoup de choses là-dessus. Et pour organiser cet événement, je me suis dit, bah, pour organiser cet événement, il faut aussi que je l'organise en pensant le déroulé de l'organisation de l'événement bah, avec ses principes de l'éduc-pop, de faire s'écouter, etc. Et donc d'organiser des réunions où est-ce que tout le monde s'écoute, où est-ce que tout le monde échange des idées qui sont accessibles à tous, etc. Et j'avais eu l'opportunité, juste avant ce festival, de faire une formation de formateur de 3 jours qui m'a donné beaucoup de billes et je me suis mis tout de suite à l'appliquer directement dans la construction de ce festival. Et du coup, peu à peu, ensuite, bah, ça m'a donné confiance. J'ai commencé à animer régulièrement de plus en plus d'ateliers. Et depuis maintenant 3 ans, je suis aussi formateur en animation et en éducation populaire, quoi. Donc, on organise très régulièrement à la fois des ateliers, mais aussi des formations pour former des gens aux outils de l'animation, pour former des gens à c'est quoi l'éducation populaire, d'où ça vient, c'est quoi son histoire. Et on forme sur aussi beaucoup d'autres sujets qui sont l'autogestion, qui sont le fonctionnement associatif, plein de choses diverses et variées, des outils spécifiques et pas mal d'approches un peu différentes, quoi. Pour être assez bref pour l'instant. Tu sais que j'avais complètement oublié ce festival d'éducation populaire. Là, tu viens de me le Ouais, remettre en mémoire, c'est dingue. ouais. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui l'éducation populaire? Ah bah ça, c'est une excellente, difficile question pour tous les gens qui bossent dans l'éducation populaire, puisque dès qu'on nous pose la question selon le public, c'est toujours très différent. Nous, on fait une formation sur 3 jours dessus, donc ça permet de poser des billes, mais ça reste encore très difficile d'avoir une définition hyper exhaustive. Je pourrais en lire, là j'en ai plein à côté, mais je vais plutôt essayer de parler à partir de moi, ce que j'en pense, etc., quoi. Pour moi, l'éducation populaire actuellement, c'est tout ce qui se passe enfin, c'est tout ce qui peut se rassocier à tout ce qui peut se passer dans le mouvement social de près ou de loin et dans la transformation de la société par le bas, par les gens qui la font en fait. Et du coup, pour moi, ça inclut bah, enfin, tout ce qui se passe actuellement là. Enfin,
On est en plein mouvement social, etc., quoi. Il se passe énormément de choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'organisent, qui font des AG, qui se cultivent sur la réforme des retraites, qui essaient de comprendre le monde dans lequel on vit et de le transformer, quoi. Et donc, pour moi, ça inclut toutes les personnes qui sont en action pour essayer de transformer la société sur d'autres bases, sur d'autres modèles. Comment on construit du pouvoir par le bas, comment on s'instruit sans forcément avoir besoin de personnes qui sont là pour incarner cette instruction et qui sont pas critiquables, quoi. Donc c'est comment en fait les citoyens s'approprient un peu toute la culture à disposition pour essayer de grandir, de faire grandir la société. C'est comment on remet en cause l'ordre établi et comment on organise un petit peu tout ça. Du coup ça inclut un petit peu toutes ces dimensions-là pour moi, quoi. Et c'est aussi comment, en fait, on construit une identité de groupe, de conscience de soi, quoi, sur les questions actuellement LGBT, par exemple. C'est comment, en fait, certaines personnes se reconnaissent dans cette identité, construisent, en fait, une réaffirmation de soi, une légitimité à être au monde, et comment, en fait, cette légitimité transforme et donne envie de transformer le reste de la société pour que celle-ci soit traitée comme quelque chose de normal et pas comme quelque chose de déviant ou quoi que ce soit, quoi. Et historiquement, l'éducation populaire, en tout cas en France, parce qu'il y a plein d'histoires selon les pays, mais en France, c'est très corrélé en fait à l'émergence du courant ouvrier après la française et notamment au 19e siècle, où il y avait des gens qui venaient, la plupart de petits villages, qui étaient agriculteurs, enfin qui étaient paysans, etc., qui se retrouvent en ville privés d'identité, alors que leur identité historiquement était rattachée à leur terre, à leur savoir-faire, à leur métier, etc. Et ils arrivent en ville et là, ils se demandent qu'est-ce que leur identité, qui je suis, etc. Et tout le courant de l'éducation populaire, ça a été aussi pour le courant ouvrier de se faire reconnaître comme cette culture, cette nouvelle culture, tout ce qu'ils étaient en train de créer, de mettre en place, d'organiser leur manière d'être au monde, leur manière de socialiser, leur manière, etc. Comme une culture, comme une culture à égalité avec les autres cultures et pas en deçà de la culture bourgeoise ou de ce genre de choses, quoi. Donc pour moi, l'éducation populaire, c'est tout ce courant qui vise à transformer un peu les normes sociales, à faire reconnaître tout ce qui se passe de partout comme appartenant à la culture, appartenant à la société, à parts égales avec toutes les autres choses, quoi. Il n'y a pas la culture en haut qui serait la culture, on va dire, les grands livres, les grands auteurs, les metteurs en scène, etc. Et tout le reste qui serait juste de l'amateurisme, des gens qui bricolent, mais ça, c'est de la culture, ça, c'est de l'identité, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui fait société, et ce qui fait société, c'est toutes ces cultures réunies qui existent. Donc pour moi, c'est un peu tout ça, quoi. Mais c'est hyper dur de définir l'éducation populaire et c'est pas du tout une définition exhaustive. Donc et ça, quand on fait des recherches, c'est compliqué de dire quelque chose de très très clair quand même. Parallèlement à tout ce mouvement ouvrier qui a permis l'émergence de l'éducation populaire, on a vu aussi apparaître les MJC, toute la vague des centres sociaux, des lieux où on peut justement se réapproprier la culture. Ces lieux existent encore aujourd'hui, mais mon avis, c'est que c'est plus tellement des lieux d'éducation populaire. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je suis très d'accord avec ça. Après, comme on est souvent dans de la pensée rapide, qu'on n'a pas trop le temps, faut pas généraliser. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits qui localement font encore des trucs hyper géniaux et qui sont, enfin, dans lesquels on peut encore rattacher à la grande famille de l'éducation populaire. Mais il y a un grand courant depuis énormément d'années qui a une dépolitisation de ces lieux. Et nous, on fait la scission animation socio-culturelle et éducation populaire, on veut pas dire que l'animation socio-culturelle, c'est pas bien, mais c'est pas de l'éducation populaire et ces lieux-là, en fait, ces derniers temps et ces dernières années, font de l'animation socioculturelle, quoi. Et moi, je suis très, très d'accord avec ça. Il suffit de regarder un catalogue de centres sociaux, la plupart là, on a Paris, mais les Paris Animes, c'est un enchaînement d'activités. De loisirs, mais on va jamais voir dans ces lieux-là, quasiment jamais, un débat sur ce qui se passe actuellement, par exemple. Ces lieux-là sont totalement déconnectés des enjeux sociaux, parce qu'ils ont trop peur de se mouiller, parce qu'on va leur dire qu'ils sont politisés, qu'ils sont pas neutres, etc. Il y a une idéologie de la neutralité. La neutralité, c'est finalement de pas parler de ce qui se passe, de ne pas poser les questions de manière sociale, systémique, politique, et proposer un répertoire d'activités qui ne va pas choquer les mairies en place, les financeurs, etc., quoi. Et une explication de ces dérives, c'est aussi le financement de ces lieux, c'est aussi le contrôle, c'est aussi
de toutes ces choses-là qui fait que ces lieux ne peuvent plus être des lieux qui incarnent l'éducation populaire comme on l'a construit historiquement, mais qui sont pas forcément toujours la faute même des lieux, parce que c'est des logiques qui les dépassent. Nous, on est beaucoup en contact avec des gens de ces lieux-là qui viennent dans nos formations, qui viennent dans nos ateliers, et qui sont hyper d'accord avec une volonté de vision plus globale de ce qu'est l'éducation populaire, plus engagée, etc., mais qui sont contraints par comment fonctionnent les choses de ne pas le faire, quoi. Mais en tout cas, les gens sont souvent aussi assez conscients des dérives qui se passent à l'intérieur, mais je suis très d'accord avec cette lecture, quoi. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'individuellement, on voit plein de bonne volonté et de gens qui ont envie que les choses bougent. Mais dans Mm. les faits, on est dans un système ultra subventionné dans lequel c'est très compliqué et ils savent que au moindre faux pas, ils risquent de se faire retirer la subvention qui leur permet d'exister en tant que structure. Et donc, du coup, ça Mm. crée une espèce d'impasse dont il est très compliqué de sortir. Comment est-ce que toi, ton association, elle est financée? Notre association, elle est financée principalement par les formations qu'on propose. Je dirais à 70-80%, c'est les formations, les interventions, les ateliers qu'on propose. Au départ, c'était pas forcément une volonté spécifique d'être sur ce modèle de financement, mais en fait, on a beaucoup de mal à toucher des financements de par la nature à la fois de ce qu'on propose, qui est quelque chose qui concerne les adultes, qui ne sont pas forcément dans des quartiers prioritaires, qui ne concerne pas forcément les enfants sur des sujets qui sont de nature politique, on va dire, même si on pense que tout sujet est de nature politique. Donc on a déjà par ce biais-là pas mal de mal à accéder au financement et aussi on a pas mal de mal parce que moi j'ai pas forcément la culture qui me permet de remplir des subventions avec le langage qu'on attend de moi. Moi ce que je me rends compte c'est qu'autour de moi dans les associations qui réussissent c'est souvent des gens qui ont pu faire des grandes écoles, des écoles de commerce, qui lancent une start-up associative, qui engagent quelqu'un pour faire un graphisme, des photographes qui n'ont pas forcément une implantation depuis très longtemps quelque part, mais qui ont les éléments de langage, qui ont la culture, qui ont le milieu social, qui leur permet de réussir à décrocher les financements pour pas mal de sujets. Sans parler de la restriction des financements à des sujets de plus en plus restreints, qui sont le SNU, qui sont l'éducation à l'entrepreneuriat, où est-ce que la plupart des financements maintenant sont ciblés sur des critères de plus en plus faibles, quoi. Et nous, on refuse d'aller faire des activités pour le SNU en se disant que ça va construire notre modèle économique, parce qu'en fait, ça le trahirait effectivement pour avoir des subventions, mais ça nous transformerait complètement et ça nous dénaturait totalement, quoi. Donc là-dessus, c'est effectivement compliqué. Et après, en termes de financement, on a la chance d'avoir de temps en temps des subventions qui, par magie, on ne sait pas comment, passent une année sur deux, on arrive à avoir 2 000 à 3 000 euros par-ci par-là, quoi. Et j'ai aussi la chance d'avoir un financement en partie d'un post FONGEP qui est un financement sur 3 ans de l'État pour des associations qui ont l'agrément jeunesse éducation populaire. Et c'est quelque chose qu'on a eu à 3 ans et qui m'a permis de vraiment lancer le premier poste salarié dans l'association. Actuellement, je suis seul salarié, mais c'est un financement qui est de 7 000 € par an pendant 3 ans, qui vient d'être renouvelé. Et pour le coup, c'est du financement de fonctionnement qui fait qu'on n'est pas financé selon qu'on va faire tant d'ateliers, tant d'activités, tant de choses par mois, etc., quoi. C'est vraiment plutôt notre projet associatif qui est soutenu, mais ça reste quand même assez mineur par rapport aux nécessités qu'on a en tant qu'association quand on veut faire des choses, quand on veut vraiment avoir de la portée, quoi, parce que c'est un quart d'un salaire, mais pour le reste, on est en autofinancement quasiment complet. Donc c'est une grosse difficulté d'ailleurs pour beaucoup de gens qui veulent faire des manières, des choses dans le milieu associatif, quoi, de réussir à avoir cette indépendance financière et pouvoir le faire, quoi. Et même comme ça, c'est d'autres logiques qui font qu'on est quand même très pris par le temps, très pris par l'administratif, etc. Et qu'on a assez peu de temps d'action par rapport au temps qu'on voudrait avoir, quoi. Oui, et puis si on veut rester accessible pour tout type de public, ça implique aussi forcément d'avoir une logique tarifaire qui soit adaptée. Et c'est là que ça Mm, devient compliqué, quoi. C'est-à-dire que si on est uniquement sur du fonds propre, et bah mm, derrière, il faut pouvoir rentabiliser. Donc, enfin voilà, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu pour que ça fonctionne? mm. Ça aussi, Ouais. j'imagine que c'est des questions que vous vous êtes posées. Bah oui, parce qu'en fait, quand on entend outil d'animation, on peut entendre le côté un peu éducation populaire, mais on peut aussi entendre le côté un peu qui vient plutôt de l'intelligence collective, on va dire. Et là, pour le coup, les gens qui font des animations à l'intelligence collective, des formations aux outils de l'animation, c'est généralement des formations qui sont facturées beaucoup plus cher. En général, ça s'adresse aussi à des entreprises, etc. Et ça peut être plus facile de construire un modèle économique. Et pour le coup, nous, sur nos formations, on accueille, enfin,
on a un financement, on a des financements pro, des gens qui passent par les fonds de formation, etc., qui nous font une partie importante de nos revenus. Et après, pour les autres, on touche énormément de gens qui sont sans activité, qui sont en transition, qui se posent des questions, sur leur lieu de travail, mais dont l'employeur ne veut pas forcément financer ce type de formation et qui viennent par leurs propres moyens. Et du coup, pour le coup, on propose des prix militants qui restent accessibles. Et ça, c'est vraiment parce que c'est le modèle, enfin, c'est vraiment parce que c'est l'activité qui nous permet de financer vraiment le salariat dans l'association et faire en sorte que je puisse me payer à la fin du mois, quoi. Mais sur la majeure partie des autres activités qu'on propose, on est toujours sur des tarifications libres, sans prix indiqué forcément, et sur des formats un peu plus gros, on donne souvent des prix indiqués, mais en participation libre, quoi. Donc, par exemple, on a une formation ce week-end sur l'épuisement associatif et sur comment, en fait, enfin, qui explique justement tout ce dont on parle un petit peu aujourd'hui. Et là, on donne un prix indiqué, enfin un prix suggéré entre 40 et 50, 60 euros, quoi. Mais c'est une participation libre, donc les gens donnent vraiment ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Donc on essaie de rester accessible, mais il y a quand même un biais de public. C'est pas parce qu'on est accessible que dans cette volonté d'éducation populaire qui touche tout le monde, on arrive quand même à toucher tout le monde, quoi. Donc ça, c'est encore d'autres facteurs. Et je pense, moi, je suis assez convaincu que le prix, c'est pas forcément la principale frein à la participation de certains publics que toute personne qui bosse dans ce secteur-là aimerait toucher, quoi. Justement, tu parlais des organismes de formation. J'avais entendu il y a quelque temps des propos de Franck Lepage à ce sujet, qui critiquait Mm. ouvertement tout ce qui était certification Qualiopi, qui Ouais. pour lui, en fait, allait à l'encontre même de l'idée d'éducation populaire. Est-ce que vous avez pris un parti différent et si oui, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Ouais, bah dans un secteur qui est aussi exigeant que celui de l'éducation populaire politique dans lequel on est, c'est énormément de choix tout le temps sur plein de décisions qu'on fait, parce que tout est assez engageant et c'est toujours une question aussi de compromis. Par exemple, nous, on refuse de prendre des services civiques dans l'association parce qu'on critique énormément ce système. Il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de subventions auxquelles on va pas parce qu'on n'a pas, parce qu'on sur plein d'aspects, idéologiquement, on veut pas y aller, quoi. Sur le sujet de la formation, c'est pas mal posé la question, mais face à la difficulté qu'on avait à toute autre source de financement, et moi je suis persuadé que pour faire un travail de qualité, un travail dans la durée, etc., avoir des gens payés, avoir des gens à plein temps sur des choses, c'est hyper essentiel. Et Calliope, on n'a pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire que sans Calliope, je serais juste pas salarié de l'association, je devrais bosser dans un autre secteur, avoir trouvé autre chose et faire ça sur mes heures de bénévolat, mais on n'aurait pas du tout la même amplitude dans nos actions, etc. Donc on avait fait le choix d'aller à l'intérieur. On a eu la chance d'avoir une certificatrice qui a compris pas mal de l'essence de ce qu'on faisait, qui nous a dit, ah mais en fait vous critiquez l'évaluation, donc c'est pas normal, enfin donc c'est ok de pas évaluer, je vais le mettre dans mon rapport, etc. Donc on a eu de la chance d'avoir quelqu'un d'assez compréhensif et ça sera peut-être pas à chaque fois, mais c'est quand même, enfin, je suis très d'accord avec toute la critique de Franck Lepage là-dessus. Et c'est comme sur la question des subventions dans les associations, il y a plein de subventions qui sont horribles et qu'on devrait pas y aller, mais quand il y a des postes en jeu, etc., c'est hyper compliqué aussi de pas y aller sur certains aspects, quoi. Donc Calliope, nous, on a pris le parti d'y aller tout en se disant que c'est ce qui nous donnait aussi l'autonomie et la liberté de faire des choses engagées. On fait Calliope, mais pour faire des formations qui politisent, des formations qui remettent en cause là-dessus. On le critique à l'intérieur même des formations en disant, bah, en fait, on est obligé de vous envoyer 50 formulaires, etc., parce que c'est une obligation. On essaye de le détourner au maximum de toutes les choses qui sont soit obligatoires, soit accessoires, pour pas que ça nous prenne un temps de dingue. Et moi, par exemple, en temps de travail, Calliope, je pense que ça me rajoute 15 à 20% de temps de travail sur mon année pour faire un truc qui auparavant n'était pas obligatoire et qui était gratuit, avec une certification qu'on doit payer 1800 euros tous les 3 ans, qui se rajoute avec un stress permanent de se dire, tiens, on propose des choses de qualité, les gens sont hyper contents, mais peut-être que sur un bout de phrase, parce qu'on n'a pas fait tel truc ou tel truc qui était dans les 32 indicateurs du certificat qualité, on va perdre notre certificat. Donc c'est vraiment un stress permanent et vraiment une charge supplémentaire de travail. Et Calliope, ça se rajoute à tout un tas de choses qui se rajoutent dans les associations, comme la démarche par projet, par appel à projet, etc., qui tue les assos, qui tue. Enfin, je pense les MJC, je pense les centres sociaux, ils s'y proposent ce genre de choses, c'est qu'ils sont dans ces logiques-là, et qu'en fait, ils ont plus le temps de faire autre chose, et qu'en fait, ils sont complètement contraints par ça. Donc, c'est hyper compliqué d'en sortir. Mais en tout cas, nous, pour le moment, on a fait le choix d'être dedans, quoi, en tout cas. Mais tout en étant hyper critique.
C'est super intéressant ce que tu dis, et puis ça montre bien que quand même, même si on veut aller à l'encontre d'un système, il faut surfer avec et il faut utiliser, comme dans les arts martiaux, un petit peu l'énergie de l'adversaire pour le faire tomber, quoi. Et c'est vrai que quand on est uniquement dans l'opposition, je le sais pour l'avoir vécu, on n'arrive pas à trouver de porte d'entrée, on n'arrive pas à trouver de sas pour discuter avec les gens avec lesquels on veut travailler, quoi. Parce que du coup, Mm. moi, si tu veux, quand je me suis lancé très rapidement, bah, on me voyait comme un militant extrémiste et du coup, c'était très compliqué d'ouvrir le dialogue avec les collectivités avec lesquelles j'échangeais en fait. Mm. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser quand même un petit peu ce qui est à disposition, même si on n'est pas d'accord, Mm. bah, ça montre que quelque part, on est OK. Pour trouver un terrain d'entente et on est OK pour construire une troisième voie qui serait peut-être la voie de la diplomatie, une voie un peu plus pacifiste. Et je trouve ça très intéressant aussi, ce que tu portes là. Après, là-dessus, je pense que oui et non, au sens où c'est toujours quelque chose qui s'évalue en termes d'intérêt par rapport à ce que ça nous permet de faire et à quel point, en fait, on joue le jeu du système. Par exemple, on n'irait pas sur le SNI, parce que, OK, ça nous permettrait peut-être d'avoir plus de moyens, mais ce que ça porte et ce que ça nous fait faire est complètement contre nature. Alors que pour le coup, le fait d'avoir fait Calliope nous donne accès, comme tu dis, il y a des gens qui viennent de collectivités, il y a des gens qui viennent de structures de l'ESS parce qu'on a une légitimité, peuvent prendre du temps de travail pour venir se former, être payés pendant ces journées de formation, pour finalement avoir accès à des choses qu'ils n'auraient pas eu accès ailleurs. Et c'est hyper libérateur en général pour eux. Ça donne du sens sur plein de choses qui leur arrivent dans leurs conditions de travail, dans leur activité, dans les animations, etc., qui sont hyper importantes. Et là, on pèse le pour le contre. Je pense que, enfin, on est plutôt du côté du pour par rapport à ce qu'on pense apporter, quoi. Et donc, pour moi, je ne critique pas du coup tous les gens qui font en dehors, mais je trouve que c'est très très dur et c'est un autre combat et on s'épuise aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de solution entre le dehors, le dedans-dehors. Je pense que c'est quelque chose qui se conjugue vraiment personnellement par rapport à des choix qu'on peut faire, quoi. Changement de sujet, est-ce que Mm. l'éducation populaire est forcément politique? Euh, donc ça demande de définir, je pense, ce qui peut être politique, mais moi, ma définition du politique, c'est qu'il y a trait à ce qui se passe dans la société, à ce qui concerne, à ce qui nous concerne tous, et que pour moi, tout est politique, tout peut être enjeu politique, et l'éducation populaire qui se réclamerait non politique, pour moi, elle est aussi politique. Quelqu'un qui va juste un centre social qui va juste choisir de proposer des activités qu'il va estimer non politiques par le fait de proposer ce type d'activité, c'est déjà un choix politique que de se dire en fait non, ça nous concerne pas, nous on s'en mêle pas. Bah, par exemple, un pays qui deviendrait totalement autoritaire, je ne prendrai pas l'exemple de la France, bien entendu, et qui ne parlerait pas de ce qui se passe dans son centre social, pour moi c'est aussi un choix, c'est quelque chose qui invisibilise ce qui se passe aux côtés, un centre social qui est implanté dans un quartier populaire, qui organise pas d'événements sur les discriminations, sur les violences policières que subissent la plupart des gens, bah, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, est politique dans le choix qui est fait. Et nous, on est une association qui se réclame de cette éducation populaire politique, justement, au sens où on affirme que ce qui se passe bah, dans notre quotidien, ce que tu me racontes sur les choix que tu as fait, d'être dedans, dehors, etc., bah, c'est une nature politique, parce que tu as fait ces choix-là, parce que historiquement, il y a eu des choix économiques dans la société qui ont fait qu'on a financé ou pas les associations sur tel type d'action, etc., que tout est politique, en fait. Et donc, ce qui se passe dans notre intimité, dans nos couples, dans notre relation au travail, etc., c'est quelque chose qui est hyper politique. Et d'ailleurs, je sais pas si tu veux en parler, mais pour moi, un des gros trucs importants dans l'éducation populaire, on peut peut-être en parler un peu tout à l'heure, c'est plutôt la politisation des acteurs de l'éducation populaire et des gens qui sont dans les animateurs, les éducateurs spécialisés, etc. Et pour moi, c'est un des gros champs de conquête qu'il y aurait actuellement ou dans l'avenir pour l'éducation populaire, c'est cet aspect-là, quoi. Je parlerais même de repolitisation parce que historiquement, j'ai quand même l'impression que c'était des métiers qui étaient très politisés au départ et que justement, on a eu un avènement de toute la consommation de masse du divertissement au sein de notre société qui est venu Ouais. impacter ces métiers-là. Ah ouais, et ben, c'est quelque chose qu'on parle aussi beaucoup dans la formation qu'on propose sur l'histoire de l'éducation populaire pour comprendre qu'est-ce qui a transformé un petit peu cette utopie, cette volonté, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, de proposer une éducation populaire ambitieuse qui est à peu près ce qu'on décrit, quoi. Et comment, en fait, par d'abord la professionnalisation du secteur associatif, qui au départ n'était pas porté par l'État, qui était porté par des militants. Il n'y avait pas de salariés associatifs quasiment.
quasiment à l'époque, mais la professionnalisation, la démarche de projet, toute une partie où est-ce que l'éducation populaire est devenue démodée, on a voulu devenir des animateurs, des professionnels techniques de quelque chose, professionnels d'un atelier théâtre. Donc moi, mes compétences, elles sont techniques, je ne suis pas un militant. Et donc ça, c'est une idéologie en fait qui a diffusé, et pas que dans le secteur de l'animation, dans toute la société, quoi. Se réclamer politisé, c'était quelque chose qui est devenu hyper ringard. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé avec la fin de la vision marxiste, avec l'éclatement du bloc communiste, parce qu'en fait, on était dans dans une nouvelle ère, en fait, on va dire libérale, que le libéral a gagné, quoi. Et donc, toute cette tendance-là, pendant 20 30 ans, est complètement passée à la trappe. Et du coup, il y a une dépolitisation hyper importante de tous ces secteurs auxquels on a dit, bah, en fait, vous faites pas de la politique, vous êtes des professionnels de l'animation. À la politique, c'est les politiciens qui s'en chargent, c'est les gens qui sont dans ces discours, mais vous êtes là pour vous occuper des enfants, vous êtes là pour vous occuper des familles, mais pas pour diffuser des idées, un projet de société, des choses comme ça, quoi. Ce qui n'était pas le cas dans l'utopie de départ, au départ de l'éducation populaire. Tu parlais de la professionnalisation du secteur associatif. Il y a eu également, dans le même temps, une professionnalisation du secteur culturel. Est-ce que cette professionnalisation a également impacté l'éducation populaire, selon toi? Bah, complètement, oui. Pour moi, je lis quand même les deux, même si les deux ont leur voix un peu différentes, mais c'est un peu deux logiques assez similaires, parce que enfin, si vous voyez, je fais une petite référence, mais notamment la thèse d'Alexia Morvan qui revient sur l'histoire de l'éducation populaire, dont s'est inspiré Franck Lepage pour sa conférence vésiculée sur l'éducation populaire. Elle explique qu'en fait, dans une volonté du courant ouvrier, il n'y avait pas de scission entre la culture et l'éducation populaire, quoi. Enfin, la culture, c'est l'éducation populaire, quoi. Et à partir c'était qui? C'était Malraux, quoi, qui scinde le ministère de la Culture avec tout ce qui est jeunesse, éducation populaire. Il met sur un piédestal la culture. Il y a une scission qui fait qu'on a eu deux voies un peu séparées, etc. Et où est-ce qu'on a eu une vision un peu séparée, alors que pour cette vision-là, la culture, c'est tout ce qui se passe. C'est les jeunes qui font les jeunes qui sont dans un MJC, qui font un atelier théâtre, c'est de la culture. Il n'y a pas la grande culture et la petite culture, quoi. Et donc, en fait, et je pense que ensuite il y a eu les années Mitterrand, parce que la culture, c'est vraiment devenu encore quelque chose d'encore plus imposant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru dans cette fable de la démocratisation culturelle que justement ils expliquent le fait qu'en fait on allait transformer la société par le fait de rendre la culture accessible à tous, la diffuser dans les territoires, dans les campagnes, etc. Et que simplement en diffusant la culture, on allait élever en fait le niveau de la population et qu'il y aurait plus de conflits dans la société parce que tout le monde serait à un niveau hyper grand, quoi. Or, c'est un mensonge, quoi. Mais du coup, dans le secteur culturel, dans le secteur des bibliothèques, dans le secteur des musées, etc., il y a toute une idéologie comme ça qui a beaucoup marché. Moi, de ce que j'ai l'impression qu'on en revient. En tout cas, les gens qui bossent dans le public, qui bossent dans ce genre de choses, essayent de plus en plus de transformer les approches. On parle aussi beaucoup de droits culturels ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ce courant de la professionnalisation, ça a été le cas dans tous ces secteurs, quoi. Et donc, pour moi, c'est un peu des voies assez similaires ou des personnes qui, au départ, faisaient de la culture dans leur quartier, dans leur lieu de vie, pour faire reconnaître ce qui se passe, mais qui, en se professionnalisant, ben, en fait, on leur donne une place dans la société, une importance symbolique sociale hyper forte, et du coup, ça déconnecte totalement du projet de base, quoi. Et pourtant, on a besoin de cette professionnalisation parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de vivre et du coup d'avoir du temps pour développer des actions. Donc, on est encore une fois dans le serpent qui se mord la queue, quoi. Et en fait, on n'en sort pas. C'est ça qui est terrible, c'est que bah, si on n'en faisait pas notre métier, si on devait aller bosser, tu vois, tous les jours dans un supermarché de 10 heures à 20 heures et qu'on rentrait, est-ce qu'on aurait la même énergie à 20 heures d'aller monter des formations, d'aller monter des ateliers? Et de faire ça le week-end, quoi. Ouais, bah, je pense que tu prêches un convaincu, parce que moi je suis convaincu du fait que la professionnalisation est une bonne chose. Dans les années 60-70 jusqu'aux années 80, on a mis énormément d'argent dans la culture, et pour moi c'est quelque chose d'hyper chouette par rapport à d'autres pays, en fait, le fait d'avoir des équipements culturels de qualité, d'avoir des gens
formés, des gens compétents, etc. Pour moi, c'est une richesse énorme et je suis convaincu que c'est une des conquêtes, c'est une conquête pour moi d'avoir professionnalisé ce secteur. Ce qui s'est passé, c'est de faire croire qu'on ne peut pas être professionnel et porter un projet d'émancipation de la société populaire, etc. Et d'expliquer dans les formations, parce que ça se passe dès les formations, dès les centres d'animation, ça se passe à la fac, dans les facs, etc. Parce qu'en fait, les profs, etc., il y a une culture de, on va vous former à une technique et on va laisser de côté qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous faites ça. C'est la même chose dans l'éducation nationale, alors que les profs s'engagent à devenir profs en général parce qu'ils veulent aider les élèves en difficulté, parce qu'ils veulent être un prof différent. On leur explique qu'être un bon prof, c'est distribuer des notes, c'est rentrer dans le moule et c'est surtout ne laisser tomber tout ce qui faisait qu'on était là, quoi. Et donc, je pense plutôt qu'il y a un pouvoir à redonner du sens aux gens qui sont dans ces secteurs et qu'il y a vraiment une appétence de faire ça. Mais pour ça, faut poser le mot qui est le mot du capitalisme, qui est la rentabilité absolue de tous les secteurs, où est-ce qu'en fait on noie les gens sous des procédures administratives, on noie les gens sous des fonctionnements par évaluation par évaluation, par diagnostic de territoire pour savoir quel public on va toucher, où les gens, en fait, la plupart des gens que je rencontre déplorent au maximum, que ce soit des artistes, que ce soit des animateurs, etc., d'avoir de moins en moins de temps avec les publics, avec les personnes, en création, etc. Et pour faire de l'administratif, pour faire de la rentabilité, pour développer des ressources propres pour pouvoir financer leur activité. Et du coup, avec tout ça, on se perd. Ce qu'il faut, c'est vraiment des financements beaucoup plus efficaces, qui soient pas des financements par projet, mais des financements qui donnent le temps de faire ton métier, de faire ce que tu fais, et te détacher le plus possible des contraintes qui administratives absurdes, etc. Et moi, je suis convaincu que la professionnalisation est une bonne chose, mais qu'il faut donner un moyen aux personnes qui font hyper bien déjà les choses ou qui pourraient les faire, de le faire bien, quoi. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur la nécessité de cette professionnalisation, en tout cas, si c'est ce que tu disais aussi, quoi. Tu as utilisé le terme de rentabilité, de capitalisme. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sorti de ça quand même depuis quelques années et que c'est allé plus loin. On est même, je dirais, dans un processus de robotisation des individus. On est au-delà de la question de rentabilité. Aujourd'hui, l'intérêt, pour le pouvoir, j'ai l'impression quand même que c'est que les gens pensent pareil et qu'on soit dans une dynamique où en fait on remet pas en question et voilà, on obéit passivement. Est-ce que tu as cette sensation aussi? Ben, j'ai complètement cette sensation. J'ai même la sensation que énoncer une moindre critique dans le travail devient très très compliqué, quoi. Je pense qu'on est tellement allé loin enfin, en psychologie, on parle de dissonance cognitive, quoi. En fait, on est tellement, et en termes marxistes, aliénés, c'est-à-dire qu'on est tellement dedans qu'en fait, se dire qu'on fait ça et que ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop violent pour qu'on en prenne conscience si on n'a pas une voie B qui nous dit en fait, bah, si j'en prends conscience, je vais pas m'effondrer et je peux potentiellement faire des choses qui m'intéressent et qu'on est tellement dans cette croyance en fait, ça a du sens, faire des appels à projets, oui, mais en fait, ils ont besoin de contrôler là où va l'argent, parce que sinon, c'est aussi n'importe quoi. On se raconte un tas d'histoires qui justifient et qui légitiment ce qu'on nous impose, parce que sinon, on se rendrait compte que tout ça n'a complètement aucun sens, quoi. Et cette volonté de robotisation, bah, avec le numérique, elle est hyper forte. Enfin, je sais que tu travailles aussi sur ce genre de choses, mais imaginons il y a 20 ans, tu faisais des actions, effectivement, tu as des financements, tu as des petites choses à remplir, mais maintenant tu dois être présent sur tous les réseaux sociaux, tu dois aussi publier en permanence, remplir des choses en ligne en continu, enfin, répondre à des mails toute la journée. Enfin, cette numérisation nous a rendus hyper productifs, mais de plus en plus éloignés de ce qui fait un petit peu l'essence des métiers de la culture, de l'animation, qui est le fait d'être au monde avec les personnes, d'être en contact. Là, le Covid, avec les réunions Zoom, etc., bah, nous, ça nous a beaucoup, beaucoup impacté, même dans la dynamique associative, bénévole, etc. En fait, ce qui fait le cœur de nos métiers, ce qui fait le cœur de ce qu'on fait, c'est d'être au monde avec les personnes autour de nous, de pouvoir, d'avoir le temps de se dire, bah, tiens, je vais essayer de rencontrer les assos autour de moi, d'aller discuter avec eux, de parler avec mes voisins, de m'implanter dans le quartier, des choses qu'on a de moins en moins de temps de faire, parce qu'en fait, on a déjà peu de temps pour faire nos actions avec tout ce qu'on a à faire à côté, donc
prioriser là-dessus, quoi. Mais du coup, pour moi, il y a une robotisation qui nous coupe les uns des autres, qui nous éloigne. Et pour moi, une des solutions, enfin, pas une des solutions, mais une des choses qu'on a terriblement besoin, et ce que je vois autour de moi, c'est de retrouver de la discussion, retrouver des contacts, retrouver de l'envie d'être ensemble, le plaisir à faire. Mais même dans nos réunions, on a tellement d'objectifs à remplir en 2 heures de temps, et on sait qu'on a 25 réunions le reste du temps, que ces 2 réunions, ça va être du temps productif, etc. Et qu'on va plus prendre ce temps de savoir comment les gens vont, de savoir comment les gens vivent le projet, est-ce que ça a du sens pour eux, où ils en sont, etc. Et que c'est quelque chose qu'on perd beaucoup, beaucoup avec tout ce phénomène de robotisation, de pression, de rentabilité, d'efficacité, quoi. Donc, euh, donc voilà. Tu as parlé tout à l'heure de l'épuisement associatif. C'est vrai que c'est Ouais. aussi un sujet qui est très fort parce que effectivement, les burn-out dans les associations, c'est de plus en plus commun. Et ça, c'est aussi très compliqué à vivre parce que bah, parfois, on se retrouve face à des gens qui ont fait ces choix-là de métier parce qu'ils voulaient des métiers qui ont du sens. Et puis, en fait, ils se retrouvent dans les mêmes problématiques que celles qu'ils auraient eues dans des grosses boîtes dans lesquelles ils auraient fait un bullshit job. Donc, comment est-ce que, enfin, quel type de profil est-ce que tu croises, toi, lors de ces formations? Après, c'est des profils que je croise même dans les formations qui sont pas forcément sur ce sujet, parce que si j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est justement parce que c'est un peu le constat que tu as fait où je n'arrivais pas de l'associatif, mais j'étais quand même formé parce que j'avais entendu parler de tout ça, j'étais conscient qu'il y avait des évolutions, etc. Et même en ayant conscience, je rentre dedans et je vois à quel point c'est dur, etc. Et très rapidement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir des gens hyper fatigués, de voir des gens qui se rendaient pas forcément compte que ce qu'on leur demandait était pas normal, de faire pas d'heures qui n'étaient pas comptabilisées, pas payées. Moi, ce qui a marqué mon parcours, c'est qu'à la fin de la fac, beaucoup d'amis à moi, c'était le début du service civique, faisaient des services civiques parce qu'on s'était retrouvés à pas avoir de débouchés, à qui on promettait des services civiques en disant bah, potentiellement ça permettra de te placer après, de rencontrer des gens, de faire du réseau. Et moi, ayant un père qui est maçon, j'allais bosser avec lui de temps en temps au Black quand j'étais jeune et j'avais 60 euros la journée, quoi. Pour moi, faire un service civique à 500 euros par mois, c'était juste no way, quoi. C'était pas possible. Et donc, moi, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Et donc, j'avais ce truc un peu en biais qui fait qu'en arrivant dans le milieu associatif, il y a plein de choses que je me disais. J'ai bossé aussi dans un secteur parapublic, de me dire, mais en fait, je sais pas, les règles de travail, c'est quoi, enfin, comment ça se passe, etc. Et que les gens, parce qu'ils travaillent pour une bonne cause, une chose supérieure, sont prêts à énormément de sacrifices, et énormément de sacrifices sur des choses essentielles, quoi. Et qui, en général, le turnover dans les associations, la plupart des gens que je connais restent maximum 2, 3 ans dans les associations. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même complètement sauté aux yeux. Et sur le profil, je dirais que c'est un petit peu de tout. La dernière formation qu'on avait animée, c'était après le Covid. On avait un gros tiers des gens qui bossaient plutôt dans des associations qui étaient vraiment au contact de publics en énorme difficulté, avec des migrants, des gens à la rue, etc. Et qui, pour le coup, se prenaient une violence directe très, très, très forte des conditions du monde, de l'état de la société. On était après le Covid, donc il y avait beaucoup d'associations qui avaient lâché à cause du confinement, et du coup, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de difficultés. Et du coup, c'est des gens qui sont très, très épuisés, qui peuvent pas lâcher, parce que s'ils lâchent, ils mettent des personnes en difficulté concrètement. Et le fait de pas venir le soir parce que tu es hyper fatigué et que t'en peux plus, tu vas quand même te forcer, et tu vas quand même y aller avec un devoir de responsabilité qui est admirable, mais qui est hyper compliqué à vivre et qui fait qu'il y a un turnover de ouf. Après, le reste des profils, c'est un peu tout type de profil qui peut bosser dans le secteur associatif. Et c'est pas forcément que des travailleurs, c'est aussi des militants, c'est aussi des bénévoles, c'est aussi des gens qui portent des projets sans forcément avoir du salariat, mais c'est des personnes qui viennent en fait parce qu'elles ont envie de persévérer. C'est pas des gens qui sont en train de se barrer en se disant ça y est, j'y vais plus, parce que sinon elles viendraient pas forcément dans cette formation, mais c'est des gens qui se disent bah c'est dur, mais j'ai envie je sais pas, j'ai envie de voir des gens avec qui en parler. Ça manque terriblement les espaces de dialogue. On n'a déjà pas le temps d'en parler, mais on n'ose pas forcément dire qu'on va mal. Une des grosses tendances, c'est la psychologisation de ce qui se passe, de dire bah, en fait si je vais mal, c'est ma faute, c'est parce que je me suis mal organisé, c'est puisqu'en fait je prends les choses trop à cœur et de pas voir les problématiques systémiques dans tout ce qui se passe. Nous, notre taf, c'est de remettre du système dans tout ce qui nous arrive.
Et pour ça, en fait, on va faire en sorte que les gens, enfin, la base, c'est de faire en sorte que les gens se réunissent et discutent ensemble. C'est pour ça que pour moi, les gilets jaunes, c'est de l'éducation populaire. C'est des gens qui se mettent ensemble, qui parlent de leurs conditions de travail, qui enfin se voient et en discutent. Et ça, c'est ce qu'on essaye de créer déjà de base. C'est faire en sorte que les gens prennent du temps pour discuter de ce qui leur arrive dans leur quotidien, alors que quand on a un professionnel de l'animation, etc., euh, c'est toujours la cause, c'est toujours ce qui est autour de nous, mais on va très peu se considérer comme sujet de l'histoire, se considérer comme une matière intéressante, parce qu'on est tellement conscient des violences dans la société qu'on va toujours se dire moi ça va. Et pour moi, le problème, c'est que tout le monde se dise moi ça va, je suis pas pire. Pour moi, c'est une des grosses gros problèmes actuellement, c'est pas se considérer comme sujet, de pas vouloir en fait transformer sa propre réalité sociale. Et je trouve assez questionnant le fait qu'on soit hyper prompt à dire qu'il faut que les personnes sans papier montent au front, il faut que les personnes des quartiers populaires montent au front parce qu'ils vivent des choses assez difficiles, etc., qu'en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'animateurs, en tant que travailleurs de la culture, on soit pas capable de parler de nos propres souffrances et de vouloir les transformer, de pouvoir agir sur nos lieux de travail, de vouloir épauler des collègues qui sont en difficulté, etc., et que ce qu'on considère pas comme également sujet souffrant d'un système oppressif qui nous met au plus mal. On n'est pas les plus mal garnis, mais si on se considère pas pour moi comme des sujets de l'histoire à transformer, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, quoi. Donc voilà. On parle beaucoup de la privatisation du service public. Je me demande si, de manière plus insidieuse, il n'y a pas pire, dans le sens où certains services publics sont désormais délégués à des associations. Je vais prendre un cas très concret, les maisons France Service. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. De loin. Donc Mm. l'idée, ça va être d'avoir des individus qui vont être formés à tout faire et qu'on va pouvoir aller voir pour des questions de CAF, des questions de Pôle emploi, des questions de poste. Et donc en fait, ils vont devoir être multicasquettes, sauf que derrière, tu as un seul individu. Et donc, c'est des Mm. associations qui vont être, qui sont déjà, parce que ça existe déjà, qui sont labellisées France Service et qui se retrouvent à faire le boulot d'un service public. Et j'ai Mm. l'impression que c'est de plus en plus à la mode, bien plus que le fait de vouloir privatiser le service public. C'est vraiment de le laisser à des associations à moindre frais et avec du personnel qui n'est pas du tout formé pour, quoi. Après, je dirais pas que c'est une mode, mais qu'en tout cas, ces derniers temps, c'est encore plus flagrant, parce que enfin, c'est un sujet dans lequel je pourrais travailler, enfin, je pourrais parler pendant assez longtemps, parce que c'est quelque chose qui vient déjà de longtemps. À savoir que le fait de confier des missions de service public à des associations, ça existe depuis les années 50, 60, et que beaucoup d'associations, en fait, par exemple dans le handicap, ont été créées par des personnes concernées, et que beaucoup d'associations actuellement qui ont des contrats de l'État, etc., ont été créées par des personnes concernées. À l'époque, il y avait aussi la volonté de se dire, en fait, il y a déjà des associations existantes qui existent et qui font bien le taf. Du coup, on va leur confier aussi les moyens de le faire que de créer une nouvelle branche de l'État. Et sur ce principe-là, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais du coup, au fur et à mesure de l'histoire, on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup moins cher de confier à des bénévoles qui n'ont pas enfin pas à la fois à des bénévoles, à des salariés, mais qui n'ont pas les grilles de fonctionnaires, qui n'ont pas ces évolutions, etc., des missions de service public. Mais pendant longtemps, c'était quand même des financements qui étaient assurés pour longtemps et qui étaient suffisants. Et l'évolution, c'est la mise en concurrence de tous ces secteurs. Et des fois, des grosses organisations qui travaillent avec l'État depuis longtemps, on va leur dire, bah maintenant, on va passer par un marché public, donc on va confier ces missions au moins 10 ans à ceux qui vont faire la même activité pour le moins d'argent. Et du coup, ça va être souvent les associations qui vont payer le moins bien leurs personnes, qui vont avoir des logiques managériales assez brutales, qui vont créer beaucoup de mal-être au travail, qui vont employer beaucoup de gens à des statuts précaires, avec des personnes avec un turnover hyper important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé. Et ces derniers temps, bah, il y a une grosse tendance encore plus forte à confier plein de missions de service public à plein d'assauts en faisant des concurrences, etc. Par exemple, enfin, là, j'en ai pas en tête, mais il y en a des milliers actuellement sur plein de secteurs. Enfin, par exemple, l'éducation. Donc, l'éducation, tout ce qui est parascolaire, etc. L'école est en faillite. Plutôt que de mettre plus d'argent dans l'éducation, on va continuer à ne pas embaucher des profs, mais on va payer des animateurs qui, en plus, vont venir avec un bénévole. Donc, il va à la fois un animateur pas payé qui, de temps en temps, va être bénévole, ou alors, des fois, c'est même que des bénévoles qui vont venir faire du parascolaire pour venir mettre des pansements sur la faillite du système scolaire. Et ça, c'est des choses qui sont hyper présentes dans énormément de secteurs. Et du coup, oui, c'est une grosse logique, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui est ancré dans le temps, qui a eu beaucoup d'étapes. Et maintenant, on est dans une enfin, la nouvelle étape, c'est le
l'ubérisation vraiment de ça, quoi. Tu parlais tout à l'heure de l'impact du Covid sur les pratiques, notamment sur tout ce qui était visio, etc. Est-ce qu'il y a eu un impact plus large parce que ce soit le Covid ou après la guerre en Ukraine, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une tendance médiatique à dire que c'était des sujets sur lesquels la population ne devait pas s'exprimer et pour lesquels il fallait laisser parler les experts et que du coup ça a polarisé la société de manière assez forte et pour moi, j'ai l'impression que c'est venu abattre ce qui restait d'éducation populaire, dans le sens où si tu es un citoyen qui veut parler de diplomatie, qui veut parler de santé, et bah, tout de suite, on va te dire de te la fermer parce que tu n'as pas les connaissances et qu'il faut laisser parler les experts sur les plateaux télé. Bah, je pense qu'il peut y avoir un impact, et je ne l'ai pas forcément analysé, donc je réfléchis aussi en train en parlant. Je pense que c'est des crises qui peuvent avoir eu cet impact, mais je pense que perso, à titre personnel, ce phénomène vient plutôt d'un virement un petit peu antidémocratique et autoritaire du pouvoir qui est à l'œuvre depuis un petit moment, qui encore sous Hollande était pas aussi fort. Où est-ce qu'on... Enfin, déjà, il y avait une critique libérale du pouvoir par sa droite, qui était légitime par les institutions, par les médias, etc., qui faisait qu'on pouvait entendre deux discours. Et il y avait une critique aussi de l'aile gauche qui faisait qu'on avait encore des tendances où on n'écrasait pas toutes les tendances d'opinion. Et depuis Macron, avec vraiment son pouvoir qui incarne moi j'ai tout compris, j'ai une seule vision du monde et c'est la bonne, et avec l'essentiel des médias qui vont taper sur tout ce qui n'est pas la vie de la bourgeoisie pour dire les termes, je pense qu'il y a vraiment un écrasement de tout ce qui est contestation, tout ce qui est opinion contestataire ou un pas de côté, quoi. Ça s'est vu énormément aussi pendant le Covid et beaucoup de choses. Mais là, on a vraiment des médias qui tapent très fort dès qu'il y a une critique, dès qu'il y a quelque chose. Et la loi de la raison, c'est moi. Ce qu'on voit actuellement, par exemple, avec la réforme des retraites. J'ai la bonne vision du monde. Tout ce que vous dites, c'est de l'extrême gauche. Vous êtes je ne sais pas qui. Vous êtes des factieux, etc. Toute opinion contradictoire devient quelque chose de dangereux. On va l'incriminer, on va lui mettre toutes les tares dessus. Et c'est quelque chose qui, pour moi, vient de cette transformation de l'opinion et du pouvoir, repris par les éditorialistes, repris par plein de gens qui ont un peu ingurgité cette chose, et devenir en fait contestataire, enfin juste critiquer quelque chose de simple, devient complètement tué dans l'idéologie. L'économiste actuellement, Zemmour, qui a beaucoup fait parler, la première chose qu'on dit maintenant quand il passe sur des plateaux de télé, mais il faut qu'on dise que quand même que vous êtes quelqu'un d'engagé, que vous avez été dans les manifestations, etc. Et du coup, à part la parole, on va dire, autorisée, légitime, incarnée par la bourgeoisie, tout le reste va être présenté comme quelque chose, comme un discours extrême, non audible, critiquable, infondé, alors que la neutralité incarnée soi-disant par le pouvoir est présentée comme quelque chose de vérité, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Enfin, la vérité, c'est le pouvoir qui l'a dit, et si on n'accepte pas ça, on est, on est l'ennemi, quoi. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, est très présent, quoi. Et qui, effectivement, comme tu le dis, je pense, a été renforcé par l'Ukraine, parce que toutes les personnes qui ont des critiques sont des complotistes ou pro-russes sur le vaccin aussi, etc. Donc, la critique était plus forcément audible. On approche de la fin de cet entretien. Il me Ouais. reste une question à te poser et du coup, ça va être une question qui va nous permettre de finir sur une note un peu plus positive. C'est un peu une question rituelle. Je la pose à tous mes invités. Elle n'est pas évidente. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais? Si j'ai le pouvoir de changer le monde, bon, je prends une seconde pour réfléchir. Je tenterai le plus possible, dans le plus de secteurs possible, de redonner du pouvoir de décision aux personnes là où elles sont, quoi. Enfin, là, ce qu'on voit, c'est dans les usines, redonner le pouvoir aux salariés. Après, ça pose aussi des questions sur d'autres choses, quoi. Mais enfin, transformer le régime, on va dire, le régime démocratique, quoi, pour donner du pouvoir vraiment là où sont les gens, pour pouvoir, et pas juste du pouvoir de décision, mais du pouvoir de compréhension à l'élaboration de la décision, etc. Parce que juste du vote, c'est pas de la démocratie, quoi. Mais vraiment transformer le régime pour être dans quelque chose de plus démocratique, je pense. Ça peut être quelque chose, mais c'est assez banal. Mais en termes de réponse assez cash, j'ai pas autre chose. Super, merci Nicolas. Et voilà, encore un épisode qui touche à sa fin.
J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Nicolas. Voici les 3 points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que l'éducation populaire est historiquement liée au mouvement ouvrier. Bien que l'expression soit plutôt complexe à définir, elle renvoie généralement à l'idée d'une culture par le bas. Avant la création d'un ministère des Affaires culturelles par André Malraux, il n'existait pas de scission entre culture et éducation populaire. D'ailleurs, pour ceux qui veulent davantage creuser ce sujet, je vous renvoie à mon article de blog sur la démocratisation. Le lien est en description. Ensuite, que l'animation socio-culturelle se distingue de l'éducation populaire dans le sens où elle s'inscrit dans une idéologie de la neutralité. En quelques décennies, nous sommes passés d'un milieu de militants à un milieu de professionnels de l'animation. Bien que de nombreuses personnes déplorent individuellement cette réalité, nous sommes tous pris collectivement dans des dérives et des logiques qui nous dépassent. Enfin, qu'il n'existe pas vraiment de solution claire, car tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il s'agit toujours de composer et de trouver un équilibre avec ce qui existe à l'intérieur du système. Nicolas me disait en off qu'il portait toutefois un regard positif sur l'avenir. En effet, depuis une dizaine d'années, les manques de budget conduisent les militants à se réapproprier les luttes, et cette repolitisation par le bas retourne dans le mouvement social. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Nicolas et de son association, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.